Cet épisode des Publications universitaires est une présentation des cahiers de lecture, la seule revue de recension des essais au Québec. www.actionnationale.qc.ca. Cette semaine, les Publications universitaires abordent la question de la régulation de la pauvreté en compagnie de Pascal Dufour et de Gérard Boismenu. Ils seront avec nous pour parler de leur livre « La pauvreté, 4 modèles sociaux en perspective », publié Presse de l'Université de Montréal. Madame Dufour, Monsieur Boismenu, quel était le projet derrière ce livre? Sur la question de la pauvreté, on peut en traiter de diverses façons. Et depuis quand même plusieurs années, on parlait dernièrement d'une quinzaine d'années, Pascal et moi, on a travaillé en collaboration. Et on mettait souvent l'accent sur l'intervention publique, sur la régulation, par rapport à des laissés-pour-compte, par rapport aux sans-emploi, par rapport à différentes catégories de population. Et là, cette fois-ci, on a décidé de poser la question en termes de d'objet social, de catégorie sociale ou de masse de population et de partir de ce point de vue et de poser la question de l'intervention publique comme étant un des aspects qui nous permettait de comprendre ou de bien cerner ce sujet-là qu'on appelle la pauvreté, mise en relation avec l'inégalité sociale. Nous avons proposé une manière d'asseoir la compréhension de la pauvreté sur 4 socles. L'intervention publique étant un de ces socles, mais pas le seul. Toute la question du marché du travail, de la dynamique du marché du travail, de la production, des revenus primaires est un deuxième socle. Le troisième, c'est la manière dont, dans les pays dans lesquels se mettent en place les compromis sociaux. De façon très organisée, très collective, avec des acteurs importants, ou au contraire, sur une base très individualisée, et de quelle manière on procède, et dans chaque société, ça peut être assez différent. Et puis le quatrième, c'est la question, je dirais, des références intellectuelles, de la symbolique, de l'image qu'on se fait de la question de la pauvreté. Selon l'image qu'on aura, on se permet ou on se donne la permission d'avoir des interventions publiques d'un certain type, mais selon d'autres images, on interdit ces interventions. Vous avez parlé de la régulation de la pauvreté. Je pense que ce qu'on a voulu faire dans le livre, c'est plutôt traiter de la pauvreté comme le résultat d'arrangements dans les sociétés. Donc, la pauvreté, c'est pas une opération spontanée, c'est pas quelque chose qui apparaît par hasard. C'est le produit d'interactions sociales, c'est le produit de dispositifs publics, c'est le produit d'une histoire, etc. Et on a voulu regarder donc en amont un peu qu'est-ce qui pouvait expliquer la production de la pauvreté dans les sociétés. Donc plus que comment on s'en occupe, comment en fait quelque part on l'a créé. Chaque société crée des formes particulières de pauvreté. Juste ajouter qu'on peut développer effectivement des tolérances ou des intolérances par rapport à la pauvreté. Et selon les sociétés, le fait d'avoir un niveau de pauvreté relativement élevé va être considéré comme étant non pas normal, mais comme étant tolérable. Alors que dans d'autres sociétés, certains niveaux de pauvreté peuvent apparaître comme étant, je dirais, un contresens par rapport au projet de société qu'on a. Et ça, c'est pas nécessairement juste du volontarisme. L'idéologie républicaine en France suppose qu'il y a une solidarité sociale et que la pauvreté ne devrait pas nécessairement se développer et voire exister. Alors que dans les pays nord-américains, voire anglo-saxons, la notion de pauvreté n'est pas une notion qui porte injure au fonctionnement de ces sociétés. Votre livre retient 4 modèles sociaux de régulation de la pauvreté. On a choisi de considérer 2 modèles qui sont souvent traités dans la littérature et qui sont souvent aussi nommés en exemple. Donc le Danemark d'un côté et la Grande-Bretagne de l'autre. Donc ça, c'est comme les 2 grands modèles qu'on oppose souvent, avec le Danemark qui est toujours le premier élève de classe et qui est bon sur tous les indicateurs, qui arrive toujours à tout bien faire,
qui est très énervant. Et puis la Grande-Bretagne en miroir un peu déformant de ce modèle-là, qui au contraire a des taux de pauvreté élevés, des inégalités fortes, etc. Et puis on a voulu sortir de ces canons de la comparaison pour utiliser deux autres modèles qui sont un peu mixtes, qui appartiennent à des logiques un peu différentes. Et on a pris le Québec et on a pris la France, qui sont à la fois semblables et différents. Le Québec parce que il se positionne un petit peu entre un modèle anglo-saxon, on va dire, ou en tout cas de type libéral, et puis un modèle social-démocrate, donc un peu entre les deux. Et puis la France parce que c'est considéré comme soit un troisième type de façon de faire le bien-être collectif, soit encore une fois une voie médiane entre ce qui se passe au Danemark ou ce qui se passe en Angleterre. On ne dit pas qu'il n'y a que 4 modèles. On a pris 4 pays pour montrer que c'est des modèles d'interaction entre des dimensions différentes qui supportent ces niveaux de pauvreté et la manière dont les formes de la pauvreté. Et en même temps, il y a un usage à ça, c'est qu'au cours des dernières années, le Danemark, tu en parlais à l'instant, Pascal, le Danemark a été posé comme étant emblématique, comme étant tout à fait exemplaire de ce qu'il fallait faire, de ce qu'il fallait suivre comme modèle de fonctionnement. En Europe en particulier. Et il y a eu plusieurs discussions en France sur comment adopter des formules danoises. Et là-dessus, c'est une question un petit peu... Enfin, c'est mal posé, je crois, dans le sens où c'est pas des recettes qu'on transfère d'un pays à l'autre. Il y a effectivement une base qui permet d'expliquer au plan des institutions, au plan des acteurs, au plan des logiques d'intervention, qui permet d'expliquer la manière dont ça fonctionne au Danemark. Et on ne peut pas prendre juste un petit bout et le transposer dans un autre pays. Juste la question des rapports de travail. Le niveau de négociation centralisé, le type d'économie plutôt PME, le niveau de syndicalisation de l'ordre de 85% au Danemark, la centralisation des négociations, mais hors État, entre les patrons et les syndicats, la prise en compte de la place du Danemark comme économie ouverte dans l'économie mondiale, tout ça est très différent de ce qu'on peut rencontrer en France. On a un taux de syndicalisation qui est un des plus faibles en Europe. On a une conflictualisation et une politisation des conflits de travail. On a un poids politique des syndicats qui est nettement supérieur au poids réel dans l'entreprise et tout ça. On a une logique d'abord et avant tout donc conflictuelle. Donc, on peut pas importer un bout et ne pas, je dirais, avoir d'autres éléments. Et dans ce sens-là, quand on travaille sur les différents éléments qui sont porteurs des formes de pauvreté et du type de pauvreté, il faut effectivement considérer plusieurs éléments et non pas simplement un catalogue de recettes qu'on peut prendre à gauche ou à droite. Quand vous parlez du modèle de régulation de la pauvreté de la Grande-Bretagne, vous dites que ce modèle fonctionne selon une logique disciplinaire. Pourquoi? La Grande-Bretagne s'est développée d'une manière très particulière, un peu comme ce qu'on pourrait retrouver par certains aspects aux États-Unis ou ce qu'on retrouve aussi, mais dans une moindre mesure, au Canada, à savoir des populations qui sont au travail, mais qui n'ont pas forcément un revenu suffisant pour subvenir à leurs besoins, ce qu'on appelle les travailleurs pauvres, on pourrait y revenir, d'une part. De l'autre côté, une société très inégalitaire, donc pour reprendre les mots de Gérard tout à l'heure, une société qui tolère un haut niveau de pauvreté, donc des taux de pauvreté importants dans les populations et surtout des écarts très importants entre les riches et les pauvres, donc avec des modèles de redistribution, des mécanismes de redistribution qui sont assez faibles dans la société. Donc ça, c'est historiquement la façon dont s'est développée la Grande-Bretagne, qui ressemble aussi à d'autres pays, comme je le disais. Pour arriver à ce que les personnes qui reçoivent des prestations sociales ne soient quand même responsables de leur vie, de leur bien-être, parce que c'est dans cette idée que c'est l'individu qui est en premier responsable de son bien-être dans ce type de pays-là.
on discipline la main-d'œuvre de façon à ce qu'elle n'ait pas le choix de prendre des emplois même s'ils sont mal rémunérés. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'on utilisait le terme de disciplinaire. C'est-à-dire donc en introduisant des mesures fortement conditionnelles à l'allocation des mesures d'assistance sociale. Bon, évidemment, on a ciblé certains problèmes. On a dit il y a les femmes avec les enfants, il y a les familles avec des enfants pauvres, il y a les jeunes de tel à tel âge. Et donc, on a ciblé les programmes, on a appelé ça les New Deals, et on a fait en sorte que on cible bien les clientèles, si je peux prendre l'expression, et les mesures d'insertion. Mais ces mesures d'insertion n'ont pas de portée à très, très long terme. Très souvent, les gens reviennent sur des mesures d'allocation et d'assistance. Il y a, sous-jacent à ce genre de politique, il faut faire en sorte que ils ne puissent pas considérer que leur situation d'allocataire soit une situation désirable. Et donc, il faut éviter qu'il y ait une dépendance par rapport à l'intervention publique. Mais c'est deux supposés implicites qui sont quand même très importants. C'est-à-dire, on est responsable et on est susceptible d'être, je dirais, paresseux, ou en tout cas profiteur du système. Vous dites que, de nos jours, l'emploi est de moins en moins un antidote à la pauvreté. Pourquoi est-ce que le travail ne permet plus de sortir de la pauvreté comme avant? Le travailleur pauvre, c'est celui qui travaille, qui gagne un salaire, mais à un niveau tel qu'il ne peut pas subvenir à ses besoins ni à ses proches, aux besoins de ses proches. Donc, on considère qu'il est pauvre. Et le revenu d'emploi ne lui permet pas de sortir de cette pauvreté. Cette situation, on la connaissait depuis plusieurs années, notamment aux États-Unis, aussi d'une certaine façon au Canada. Mais c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus apparaître, non pas seulement en Grande-Bretagne, mais dans des pays de l'Europe continentale. Et ça, d'une certaine manière, ça pouvait être considéré comme étant une impossibilité selon les modèles sociaux, les modèles de protection sociale qu'on s'était donnés. Or, aujourd'hui, les modèles de protection sociale qu'on s'est donnés ne permettent pas nécessairement pour les travailleurs qui travaillent quasiment en plein temps de pouvoir avoir des revenus suffisants. Donc, ça pose la question du niveau salarial et ça pose la question aussi du niveau de protection sociale. Parce que, si je peux me permettre, je vais y aller de façon un peu grossière, mais je pense que c'est assez juste, globalement. Si on regarde la distribution primaire des revenus aux États-Unis, la distribution primaire des revenus en Suède, et dans d'autres pays, globalement, on a à peu près le même niveau de pauvreté, le même pourcentage de pauvreté. Là où se fait beaucoup la différence, c'est le fait, quand on fait intervenir le régime de taxation, l'impôt négatif, et aussi tous les transferts sociaux. Et là, on voit notre différence entre, par exemple, les États-Unis qui restent à des niveaux de pauvreté très élevés et la Suède qui voit fondre son niveau de pauvreté alors qu'il était relativement semblable aux États-Unis avant de faire ces calculs. Donc, ça veut dire que quand un travailleur pauvre est pauvre, c'est que son niveau de revenu est bas, mais ça veut dire aussi que les mesures de protection sociale sont soit mal ajustées, soit trop faibles pour lui permettre de sortir de la pauvreté. Il y a comme plusieurs raisons à l'existence des travailleurs pauvres. Ça peut être soit une question de revenus insuffisants. Donc, on a un taux horaire de travail qui n'est pas assez élevé pour nous permettre d'avoir un revenu suffisant en bout de ligne, même quand on travaille à temps plein. Ça, c'est une possibilité. Donc, c'est les salaires minimums, c'est les batailles autour des salaires minimums. Mais il y a une deuxième raison, c'est qu'on ne travaille pas à temps plein. Donc, on peut avoir un taux horaire plus élevé de rémunération du travail, mais avec pas assez d'heures de travail. Et donc là, c'est comme une autre problématique parce que c'est pas forcément le niveau de revenu mais c'est la quantité de travail disponible sur le marché. Donc c'est ces deux choses-là qui doivent être pris en compte par l'intervention des États. Si je vous posais une question rapidement comme ça, pour lutter contre la pauvreté, on dit souvent qu'il faut engendrer un cycle de croissance économique. Est-ce que la croissance économique est la solution universelle à la pauvreté? C'est une condition qui rend possible une redistribution de la richesse. Il faut en produire. C'est tout à fait évident. Mais il n'y a pas de relation directe entre, par exemple, la croissance économique et la faible pauvreté dans un pays. Un exemple qui est assez évident, si on regarde les États-Unis au cours des années 90 et jusqu'à récemment, le taux de croissance économique était très élevé.
mais c'est le pays, dans les pays occidentaux, où on avait le niveau d'inégalité des revenus le plus élevé et le taux de pauvreté parmi les plus élevés, voire le plus élevé. Donc, il n'y a pas de relation directe entre les deux. Et il faut donc se méfier de cette relation causale. Mais en même temps, on ne peut pas inverser la chose. C'est-à-dire, on peut pas dire non plus que la croissance économique a aucune pertinence pour face à la question de la pauvreté. Ça rend possible une redistribution, mais ça ne l'impose pas, la croissance économique. Si on vous demandait de répondre à un argument qui est souvent avancé de nos jours, la meilleure aide pour créer de l'emploi et sortir les gens de la pauvreté, c'est l'absence d'aide gouvernementale envers les gens. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument? Je pense que c'est un argument qui a prouvé sa non-validité dans la pratique, parce que on a, dans plusieurs pays, dans les années 80 et les années 90, diminué les aides qui étaient données aux personnes sans emploi, voire pour certaines catégories de population, faire disparaître ces aides complètement, pour un résultat qui n'a pas abouti. C'est-à-dire, on n'a pas fait disparaître la pauvreté et on n'a pas fait disparaître le chômage non plus. Donc, il me semble que notre livre montre que il y a certains modèles dont les multiples interventions, que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit l'État, que ce soit les représentations qu'on se fait de la pauvreté, donc les 4 éléments qu'on a mentionnés au départ, il y a certains modèles dont la combinaison de ces éléments-là arrive à atténuer les effets de la pauvreté par des mesures de redistribution, par des mesures de flexibilité sur le marché du travail, comme le modèle danois, ou des mesures de congés, de formation, congés de perfectionnement, congés, où il y a une circulation des travailleurs pour éviter que les gens restent pris en situation de chômage. Donc on a une intervention publique extrêmement forte, et c'est un des pays où justement la pauvreté et les questions de chômage de longue durée sont les moins criantes. Donc je pense que c'est vraiment un contre-exemple à cet argument-là qui repose sur pas grand-chose, je crois. Essentiellement, je pense que c'est idéologique, et on a ces arguments qui sont mis de l'avant, principalement dans les pays où on fait le moins. Et donc, c'est un peu paradoxal. C'est-à-dire, ce genre d'arguments, on les pratique ou on les met de l'avant dans les pays qui sont plutôt, qui suivent un itinéraire ou un cheminement plutôt libéral, plutôt qu'un modèle économique plus social. Et on met donc de l'avant ces arguments, alors c'est là qu'on en fait le moins, et c'est là que les taux de pauvreté sont les plus élevés. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu étonnant là-dedans. Et donc, ça me fait dire, mais c'est pas une épithète que je vais envoyer, mais c'est un argument d'abord et avant tout idéologique. C'est-à-dire que je vois pas. Là, et inversement, si on peut ajouter une autre couche, si on veut, c'est quand on regarde là où il y a le moins de pauvreté, eh bien, c'est là où l'intervention publique est assez bien structurée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger à l'intervention publique. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a des dangers à l'intervention publique, on pourrait y revenir, ça ne veut pas dire que pour autant, on doit nécessairement éliminer l'intervention publique. Il y a des lourdeurs, il y a des rigidités, il y a aussi des manières de faire qui font en sorte que l'intervention publique peut ne pas mener vers une flexibilité, mais au contraire vers une forme de stagnation des populations, comme le chômage de longue durée, par exemple, etc. Donc, l'intervention publique en soi est pas une panacée parce que c'est une intervention publique. Bien établie en évitant les écueils tels que, par exemple, le chômage de longue durée, eh bien, on peut arriver à une intervention publique qui est plutôt efficace et qui n'est pas contre la productivité du travail. Parce que là, dans les pays où la croissance de la productivité du travail est la plus élevée, sur une base assez en moyenne et même sur une base relativement courte, ben, c'est dans des pays, effectivement, où on a eu une intervention publique assez soutenue. Alors, il faut faire attention. Là aussi, c'est pas une équation une cause à effet, mais qui est universelle, généralisable. Mais il faut dire effectivement qu'il n'y a pas une antinomie entre l'intervention publique, productivité du travail et une pauvreté faible. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une philosophie sociale derrière les modèles de régulation de la pauvreté. On comprend qu'au Royaume-Uni, c'est une philosophie individualiste et libérale. Quelle est la philosophie sociale derrière le modèle danois? Le modèle danois est basé sur la compréhension qu'il y a une responsabilité publique et collective dans le modèle de société qu'on se donne et dans l'intégration de l'ensemble des composantes de cette société. Donc, un haut niveau de pauvreté signifie une forme d'échec.
Cette responsabilité collective a connu une certaine évolution à travers le temps. Et cette responsabilité collective ne veut pas dire qu'il y a aucune responsabilité individuelle. On a réussi à faire un mariage entre, d'une part, une responsabilité collective qui est quand même affirmée et qui est réelle et qui s'exprime par des niveaux de couverture élevés. Et en même temps, on a introduit un niveau de responsabilité individuelle, faisant en sorte qu'il y ait une espèce de contrat moral et une éthique de travail qui est exprimée entre les individus et les pouvoirs publics, qui sont bien des fois à un niveau décentralisé ou d'autres fois à un niveau centralisé. C'est un élément qui est particulièrement important. Les gens comprennent aussi que s'il y a une responsabilité collective, c'est qu'il y a une redistribution de la richesse qui passe par des canaux publics. Et cette redistribution de la richesse qui passe par les canaux publics, c'est pas compris comme étant un vol de l'État auprès de ses membres, mais comme étant des canaux par lesquels on trouve une forme d'équilibre entre les citoyens. Je pense que cette idée de responsabilité individuelle et collective est importante, mais elle n'est pas comprise dans une logique ni punitive, ni d'abord et avant tout disciplinaire. Je pense que c'est un élément aussi qu'il faut ajouter. Et peut-être pour noircir un tout petit peu le tableau du Danemark qui est toujours si beau, c'est qu'on a remarqué dans les dernières années qu'il y a des populations, des catégories de populations qui profitent un tout petit peu moins que les autres de ce fameux modèle danois, et c'est notamment les populations immigrées. Donc, en particulier les femmes immigrantes sont celles qui ont le plus de difficultés à introduire le marché du travail, à demeurer sur le marché du travail, à profiter de justement de tous ces dispositifs qui permettent une circulation sur le marché du travail. Donc, oui, c'est un modèle qui fonctionne, qui a trouvé une forme d'équilibre, qui semble passer à travers des crises successives de manière assez positive, mais il y a quand même des catégories de population qui commencent à émerger comme laissées pour compte. C'est les taches sur la lune du Danemark. Dans votre livre, vous soulignez les effets d'un salaire minimum insuffisant pour lutter contre la pauvreté, mais à l'inverse, est-ce qu'on ne peut pas croire qu'un salaire minimum trop élevé va restreindre le nombre d'emplois disponibles pour les gens non qualifiés? Alors moi, je rangerais dans la catégorie des arguments qu'on a évoqués tout à l'heure, qui sont plutôt de nature idéologique qu'on peut prouver empiriquement. Parce que, encore une fois, quand on regarde nos 4 pays et qu'on regarde le taux de salaire minimum et l'augmentation ou la croissance ou la décroissance de ce revenu minimum sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, ben, on remarque que c'est pas vrai que le chômage a augmenté quand le revenu minimum était élevé et que le salaire minimum, a été élevé. Puis c'est pas vrai. Et puis c'est vrai par contre que les taux de pauvreté ont diminué quand les travailleurs qui travaillent au salaire minimum avaient un revenu plus décent pour vivre. Donc il n'y a pas de relation directe, causale, entre un salaire minimum élevé et des taux de chômage en croissance. Il y a d'autres facteurs qui interviennent pour expliquer la croissance des taux de chômage. Il est vrai en même temps qu'il faut que ça s'insère dans un environnement économique. Si on pense que le modèle de développement socio-économique est basé sur des très faibles salaires, c'est sûr qu'on est perdant dans nos sociétés. Parce qu'on va trouver toujours d'autres sociétés qui ont des salaires encore plus bas. Donc, il ne faut pas miser sur des bas salaires comme modèle de développement, parce qu'effectivement, si on est perdant, on perd sur les deux tableaux. Je pense qu'il faut effectivement adapter notre modèle de développement et les secteurs dans lesquels notre société se développe au plan économique, avec une main-d'œuvre qualifiée dans la mesure du possible et avec des niveaux de salaire qui sont respectables. Et seulement par le haut, ou en tout cas en visant vers le haut, que nos sociétés vont pouvoir se développer. Il y aura toujours une Chine quelque part, une Inde quelque part, ou un Vietnam quelque part qui va proposer des salaires qui vont être inférieurs dans le domaine du textile, etc. Donc, c'est lié aussi à une conception des secteurs dans lesquels on doit s'imposer en tant que société au plan socio-économique. Donc, je pense qu'il faut apporter cet élément en considération. J'apporterai peut-être une remarque qui va dans le même sens que Pascal, mais qui nuance une petite chose. On ne peut pas juste essayer de défendre les bas salaires par des mesures administratives.
et de se défendre contre les bas salaires. La France, par exemple, en Europe, a voulu protéger les bas salaires, faire des seuils qui faisaient en sorte que les gens au bas de l'échelle soient quand même la tête au-dessus du seuil de pauvreté. Et ça fait en sorte que le coût minimum du travail en France est un des plus élevés en Europe. Et là, on parle de sociétés qui sont comparables avec des structures industrielles qui peuvent être relativement comparables, etc. Et là, ça crée une rigidité qui est assez importante. Donc, il faut, là encore, il faut travailler plus sur la flexibilité et lier les mesures publiques avec le modèle de société dans lequel on est. Ce qui fait en sorte que les contrats de travail avec en durée indéterminée en France sont de plus en plus laminés par des contrats de travail à durée indéterminée, etc. Et qu'on essaie de contourner les mesures qu'on a voulu, les mesures inviolables qui incarnaient la solidarité républicaine, si je peux prendre cette expression-là. Donc, la question du salaire minimum, c'est une question qui est importante, c'est une question qu'il faut mettre dans un équilibre, qui est un équilibre qui reste relativement instable. Mais dire que c'est la cause d'une certaine manière de la pauvreté et du chômage, je pense que c'est un pas qu'il ne faut pas nécessairement franchir. Quelles sont les catégories sociales qui sont le plus souvent touchées par la pauvreté? Mais je pense que c'est intéressant votre question parce que ça revient sur une des conclusions du livre, en fait, qui est que, justement, si on veut voir une forme de convergence entre les sociétés, évidemment, les sociétés du Nord, les sociétés occidentales du Nord, là, on n'ira pas plus loin que ça dans la généralisation, mais ce qu'on voit, c'est que dans chaque modèle, à des taux variables, selon des degrés différents, mais c'est toujours plutôt les jeunes, plutôt les femmes et plutôt les personnes d'origine immigrante ou immigrantes qui sont les moins bien lotis de la société et qui ont le plus de difficultés en termes d'accès à l'emploi, qui ont le plus de difficultés en termes de rémunération totale, qui ont le plus de difficultés en termes d'éducation, en termes d'intégration en fait à la machine économique et à la machine de développement et de consommation, etc. Et donc je pense que ça c'est un élément en particulier pour les populations d'origine immigrante ou immigrantes. Et je fais la distinction parce que des fois on dit les immigrants, mais en fait ils sont plus immigrants parce que c'est déjà la deuxième ou la troisième génération, mais ils continuent à avoir des difficultés économiques, continuent à avoir, ils sont pas au même niveau, on va dire, que les personnes qui ne sont pas d'origine immigrante. Donc je pense qu'il faut les considérer ensemble. Et on termine le livre là-dessus. Et on peut pas faire abstraction de cet élément-là, de ce résultat-là, on va dire. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas ce problème-là dans à peu près, dans toutes les sociétés qu'on a regardées. Il y a là, je pense, un potentiel explosif. On peut penser à la montée de l'extrême droite dans plusieurs pays. C'est un élément qu'on ne peut pas sous-estimer. On peut penser aussi au phénomène de révolte qu'on peut reconnaître dans différentes sociétés aussi, avec des accents plus ou moins forts selon les moments. Mais il y a certainement un élément là de crise larvée. La pauvreté, est-ce que c'est un concept facile à définir? C'est un concept extrêmement difficile à travailler. Parce que tout le monde a sa définition de la pauvreté. Alors quand je dis tout le monde, c'est dans la rue tout le monde. Si on faisait un micro-trottoir, tout le monde a une idée de qu'est-ce que c'est la pauvreté. Mais plus sérieusement, on peut aussi voir que les instituts statistiques ont des définitions différentes de la pauvreté. Si on fait une analyse historique de comment on a défini la pauvreté dans nos sociétés, on verrait que même au Québec, on n'a pas toujours eu la même définition de la pauvreté. Il y a on est pauvre à partir d'un certain seuil, ou on est pauvre quand on n'arrive pas à consommer les biens nécessaires. On est pauvre si on n'a pas un revenu qui est compris entre telle tranche et telle tranche, si on veut éviter l'effet de seuil justement, où il nous manque juste, on va dire, on passe juste au-dessus du seuil et là, pof, on n'est plus pauvre, donc on n'a plus droit à aucune mesure, etc. Donc il y a toutes sortes de débats. C'est très politique la définition de la pauvreté. C'est très politique dans chaque société et c'est aussi très politique au niveau international parce qu'il y a des mesures internationales de la pauvreté qu'on a utilisées pour faire des comparaisons et qui sont au Québec en particulier, on est très
sensibles à cette question de définition de la pauvreté, dans la mesure où, suivant la définition qu'on adopte, la définition qui est courante au Québec versus la définition qui est courante dans le reste du Canada, on voit la place du Québec se modifier dans l'ensemble canadien par rapport aux autres provinces. Donc, suivant les chiffres qu'on utilise. De la même façon, au niveau international, si on adopte une version X ou une version Y de qu'est-ce que c'est la pauvreté et des taux de pauvreté, les classements des pays vont être différents. Donc, avec toutes sortes d'enjeux qui vont avec. Donc, oui, on a dû faire des choix. On a pris la mesure qui est, à mon avis, pas une bonne mesure, mais en tout cas la mesure qui était la plus facile à comparer entre les sociétés. Dans votre livre, on vous voit constamment vous battre avec les chiffres. Par exemple, les taux de chômage ne sont pas calculés selon des standards universels. Est-ce que ces différentes mesures du chômage, mais aussi de d'autres statistiques sociales, ne correspondent pas à un problème épistémologique majeur quand vient le temps d'évaluer la pauvreté? Je ne sais pas si c'est un problème épistémologique majeur, je dirais que c'est un problème politique majeur dans la plupart des sociétés et dans l'ensemble, la gestion des relations aussi entre les pays, dans la mesure où l'évaluation du taux de chômage, l'évaluation de la performance économique, l'évaluation de la performance sociale d'un pays va avoir un impact sur son classement, mais aussi va avoir un impact sur les instruments que ce pays-là va vouloir adopter, ou si on prend le cas de l'Union européenne, la façon dont l'Union européenne va mesurer ces différents éléments va avoir un impact sur les outils qu'elle va suggérer aux pays nationaux d'adopter. Donc, il y a de la création d'outils statistiques pour mesurer des problèmes et pour y répondre, et qui peuvent, l'outil statistique lui-même peut orienter très largement le choix des politiques qui vont être mises en place. Et donc souvent, on pourrait se dire que le problème est aussi dans l'outil statistique et pas seulement dans le phénomène en lui-même. Donc c'est pas pour dire que la pauvreté n'existe pas, mais c'est pour dire que peut-être la façon dont on mesure la pauvreté au Québec, au Canada, a un lien avec les éléments qu'on fait ressortir de ce phénomène de la pauvreté et qui varient en fonction des pays. Par exemple, c'est très rare qu'on va donner les taux de pauvreté par population, type de population, origine des populations. Donc c'est difficile à avoir comme statistique. On comprend que c'est très sensible, on comprend que c'est très politique aussi, mais ça c'est un exemple. Si on documente davantage ça, peut-être qu'on va vouloir davantage répondre à ça. Pour le politologue et sociologue que nous sommes, la question de la mesure est aussi une question importante. Il y a la dimension politique donc l'enjeu politique qui était évoqué ici. Il y a aussi un enjeu aussi en termes de démarche ou en termes de méthode. On a refusé de tomber dans le fétichisme de la mesure, c'est-à-dire ce qu'on essaie de faire, c'est d'établir un peu l'importance, d'évaluer l'importance du phénomène, d'en tracer un peu les contours et d'en donner une certaine appréciation. On ne discute pas beaucoup sur les variations d'un point de pourcentage, des choses comme ça. On essaie de juste identifier l'importance relative du phénomène de la pauvreté dans les diverses sociétés, sachant que nos instruments de mesure sont faillibles, sachant que nos instruments de mesure aussi sont chargés au plan politique, mais aussi au plan de prémices plus ou moins sous-jacentes. Par exemple, en Europe, on a décidé, par convention, d'établir que la pauvreté, c'était tous ceux qui étaient en dessous de 60% du revenu minimum, revenu médian, je m'excuse. Eh bien, ça nous donne une idée. Mais auparavant, on l'établissait à 50%. C'est certain que l'Union européenne, en établissant à 60%, vient de donner, je dirais, de l'ampleur à la notion puis à l'enjeu de la pauvreté. Vient de mettre l'accent sur ou mettre en relief cette réalité. À l'opposé, aux États-Unis, pendant très longtemps et encore aujourd'hui,
on a une notion de pauvreté qui va équivaloir à peu près à 40% du revenu médian. On voit là, effectivement, que d'un côté où il y a beaucoup de pauvreté, on essaie de la minimiser. D'un autre côté, là, il y en a quand même pas mal. On n'est pas regardant au fait d'en mettre davantage, de le mettre davantage en évidence. Dans l'un et dans l'autre cas, on peut imaginer que si on met plus en évidence l'importance relative de la pauvreté, c'est peut-être parce qu'on veut y répondre à ce phénomène-là, parce qu'on veut instrumenter une manière de faire pour poser cet enjeu et avoir une démarche pour essayer d'y répondre. De l'autre côté, quand on essaie de le cacher, de le minimiser, c'est peut-être parce qu'effectivement, on n'a aucune envie d'aller de l'avant. Alors, nous, comme sociologues, si on reprend ce taux de pauvreté de 60% du revenu médian, comme si c'était, je dirais, la mesure par excellence du phénomène pauvreté, on se trouve à intérioriser je dirais, un outil ou un instrument qui est porté par d'autres considérations et qui est loin de nous satisfaire de toute façon. On n'a jamais cru que, par là, on avait trouvé le fin mot de la mesure de la pauvreté. Si on parlait du Québec maintenant, le modèle québécois se rapproche de quel pôle? Celui du Danemark ou celui du Royaume-Uni? Alors, le Québec est intéressant à regarder parce qu'il est situé... Si on avait un continuum entre le modèle québécois, le modèle danois d'un côté et le modèle la Grande-Bretagne de l'autre, on pourrait dire que le Québec est plus proche de la Grande-Bretagne, mais quand même en allant vers le modèle danois. Alors pourquoi? Parce que on est en Amérique du Nord. Ça, je pense qu'il faut jamais oublier qu'on appartient à un continent nord-américain qui est marquant pour les politiques qui sont adoptées au Québec et au Canada, qui est très important et très structurant, mais en même temps, il y a beaucoup de politiques qui ont été mises en place dans les 40 dernières années au Québec qui éloignent un peu le Québec de ce modèle anglo-saxon, même si j'aime pas le mot, mais anglophone, on va dire, britannique, états-unien ou même nouvelle-zélandais, etc. Donc, on est dans une société libérale en Amérique du Nord, mais en même temps, il y a beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place par l'État, mais aussi qui sont le résultat de compromis entre les acteurs de la société, qui ont permis au Québec de s'éloigner un petit peu de ce modèle libéral-là. Louise Arel était ministre de la main-d'œuvre, je pense, ou en tout cas de la solidarité sociale, etc. Et fait une réforme de l'aide sociale. Et donc, il y a une commission parlementaire et les gens vont faire des représentations. Et dans cette réforme, on introduit davantage de mesures conditionnelles dans l'application de l'assistance sociale, au-delà des jeunes, mais pour l'ensemble des populations, comme des mesures d'insertion. Et les gens, plusieurs, vont à la commission parlementaire souligner que ces mesures vont trop loin, elles sont trop punitives, elles sont trop à l'encontre des intérêts des allocataires, etc. Et Louise Arel répond, bien écoutez, c'est ce qu'on fait au Danemark, alors je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire au Québec. On peut pas dire que le Danemark n'est pas une société social-démocrate. Et là, on est un peu éberlué parce que pas beaucoup de monde connaît le Danemark. On sait où c'est, mais le modèle, à l'époque, exemplaire, c'était la Suède. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à travailler sur le Danemark. Parce que cette référence nous a un peu intrigués, parce qu'on a voulu voir, au-delà du modèle suédois, comment fonctionnait le Danemark. Mais il y avait une chose qui était importante ici de distinguer, c'est le fait que les mesures au Québec qui ont été introduites, si elles fonctionnaient à plein, on serait en situation de déficit budgétaire énorme. Et il y a une constante au Québec depuis Arel, il y a eu Paradis à une certaine époque, etc. La constante, c'est qu'au nom de la mobilité, au nom de la formation, au nom de la flexibilité de la main-d'œuvre, etc., on met en place des mesures. Mais si elles fonctionnaient, on aurait un problème budgétaire majeur. Donc, on les met en place pour un niveau de participation qui est toujours par définition bas. Soit parce qu'il manque des places, soit parce qu'on compte sur le fait que les gens participeront peu. Ce qui est le contraire de la situation au Danemark. En principe, au Danemark, les gens s'insèrent dans ces mesures, mais de façon importante. Et la grande variable majeure, c'était que au Québec, on a fonctionné dans les modifications de l'assistance sociale sous l'angle des restrictions budgétaires et de résorber des déficits. Alors que
ça aurait dû être d'une certaine manière, au contraire, si on avait voulu retenir la logique du Danemark. Mais donc, l'intérêt du Danemark, c'est vrai qu'il y a une inspiration, c'est vrai qu'il peut y avoir une référence, c'est vrai que c'est une espèce de modèle auquel on peut se référer, mais en même temps, il y a beaucoup d'écart entre les deux. En 2002, le gouvernement québécois a instauré une loi anti-pauvreté. Quel est le contenu de cette loi? L'idée de la loi, c'est pas de supprimer la pauvreté, mais c'est de combattre la pauvreté, ce qui est quand même différent. Et je pense que c'est important parce qu'au départ, le collectif qui a poussé pour cette loi voulait que ce soit une loi contre la pauvreté, pour qu'il y ait pauvreté zéro au Québec. Mais la façon dont finalement ça a été, c'est passé à travers le milieu partisan, les partis politiques, les députés, etc., l'Assemblée nationale, et la loi finalement qui a été adoptée, c'est une loi qui vise à lutter contre la pauvreté, mais pas à l'éliminer. Donc là, je pense qu'il y a une distinction importante à faire entre l'élimination de la pauvreté et la lutte contre la pauvreté. Alors, c'est une loi intéressante parce que c'est une loi cadre. Donc, elle encadre différents programmes, mesures de tous les ministères, normalement, au Québec. Donc, quand un programme, une mesure, une politique est décidée dans un ministère, il doit passer au crible de cette loi cadre contre la pauvreté, de lutte contre la pauvreté, et voir si les mesures mises en place vont aggraver la situation ou au contraire améliorer la situation des personnes en situation de pauvreté. Donc, si cette loi, cette politique ou ce programme va dans le sens de la loi, normalement, il pourra être adopté. Sinon, il faut qu'il y ait un correctif. Donc, on est supposé avoir une espèce de veille un petit peu au-dessus des autres lois. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, il y a eu la mise en place d'un conseil d'études sur la pauvreté qui est dirigé par Alain Noël et qui fait son travail de production de statistiques, qui fait son travail de réflexion sur les indicateurs de la pauvreté. Justement, il y a eu tout un travail qui a été fait là-dessus. Et ça, c'est un conseil qui est issu directement de l'adoption de la loi en 2002. Il devait y avoir au départ aussi une forme de participation des personnes en situation de pauvreté aux politiques qui leur sont destinées. Ça, c'était une des revendications importantes du collectif qui a porté l'idée de la loi, mais qui n'a pas été retenue dans la version finale de la loi. Et puis, on a eu aussi, j'aurais peut-être dû commencer par ça, on a eu aussi un changement important, je pense, au Québec, grâce à l'adoption de cette loi, c'est le changement qui concerne notre conception collective de la pauvreté. Donc la pauvreté n'est plus uniquement perçue au Québec comme un manque de revenus, un manque de ressources, mais c'est perçu comme une privation des droits sociaux et économiques et politiques des personnes. Donc c'est vraiment compris dans sa globalité. Et c'est ça l'élément majeur, le changement majeur en fait, entre avant la loi et après la loi. Et donc ça a une influence sur le travail des fonctionnaires, le travail de la fonction publique en général, des hauts fonctionnaires, des décideurs politiques. Vous dites que cette loi marque un changement de cap majeur. Pourquoi? Alors, le changement, il est surtout au niveau symbolique et cognitif, donc au niveau des connaissances qu'on a collectivement sur la pauvreté. C'est vrai que empiriquement, si vous demandez à une personne qui est prestataire de l'aide sociale, si depuis 2002, elle a plus d'argent dans ses poches, elle vous répondra que non. Donc, si cette personne est une personne seule et tout ça, il faudrait nuancer un peu parce que ça dépend des catégories de personnes. Mais pour une personne seule, le montant d'argent sonnant et trébuchant dans ses poches en fin de mois n'a pas été modifié par l'adoption de la loi. En revanche, ce qui a été modifié, c'est la façon dont on considère la pauvreté de cette personne. Donc on la considère plus seulement comme l'absence d'un revenu, mais comme quelque chose de beaucoup plus complet, comme un problème social qui vient dénier des droits fondamentaux des personnes qui ne sont pas uniquement des droits économiques. Et ça, je pense que c'est une reconnaissance importante, même si elle demeure fragile,
dans la pratique. Parce que si le gouvernement veut adopter des mesures plus punitives, si le gouvernement veut adopter des mesures plus coupées dans les budgets, etc., il va le faire et il va donc aller contre cette loi cadre, mais il va le faire quand même, parce que c'est juste une loi cadre. Et on l'a vu avec les derniers gouvernements libéraux qu'on a eus, les tentatives donc de mettre en place des mesures plus punitives ou des tentatives de mettre en place des mesures moins dispendieuses, on va dire, pour l'enveloppe globale attribuée à ce poste budgétaire-là. Mais il a reculé quand même. Il a reculé, il a remis en place des mesures donc, qui avaient un côté punitif moins prononcé, etc. Mais ce qu'on a vu très récemment, là, dans les 2 dernières années, c'est une conception de la pauvreté qui se rapproche plus de la conception traditionnelle qu'on avait au Québec et qu'on a aux États-Unis et qu'on a en Angleterre, qui lie très fortement à l'occupation d'un emploi. Donc, on a toujours ce penchant-là. C'est pour ça que je dis que c'est fragile, parce que oui, c'est inscrit dans une loi. Oui, il y a un changement de conception de la pauvreté, mais en même temps, c'est fragile. Empiriquement, en pratique, il peut quand même y avoir des décisions qui sont prises par les pouvoirs publics qui ne vont pas forcément dans le sens de la loi. On dit souvent, ou presque tout le temps, que le Québec est une province pauvre. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation? Quand on dit le Québec est pauvre, on fait référence généralement au revenu moyen par habitant. Donc, c'est-à-dire le revenu de travail, le revenu de propriété que, en moyenne, les habitants du Québec ont par rapport à ceux de l'Ontario ou par rapport à ceux des autres provinces de l'Alberta, mettons. Donc, c'est sûr que par rapport à l'Alberta, le revenu par habitant est beaucoup moins élevé au Québec. Mais ça ne veut pas dire que le Québec a un taux de pauvreté plus élevé que dans les autres provinces. Même, on pourrait dire que dans les 15 dernières années, la situation du Québec s'est nettement améliorée. Donc, il y a eu un effort évident qui a été mené par tous les gouvernements. Donc, il y a une constance là dans l'effort politique, que ce soit par le Parti québécois ou par le Parti libéral. Donc, il y a eu un effort de combattre certaines formes de pauvreté, et c'est notamment les familles avec enfants qui ont le plus bénéficié des mesures qui ont été mises en place. Et leur situation s'est réellement améliorée dans les 10-15 dernières années. Vous étudiez les représentations collectives qu'on se fait du pauvre. Est-ce que tous les pays se représentent le pauvre de la même façon? Absolument pas. Et ça, c'est assez fascinant comme situation. On voit qu'il y a des cultures politiques qui sont très variables, je ne dirais pas nécessairement d'un pays à l'autre, mais d'une famille de pays à une autre famille de pays. Et des enquêtes d'opinion sont là pour le révéler, ils sont là pour montrer l'évolution de cette perception, de cette manière de définir la responsabilité de la pauvreté. Par exemple, une des grandes questions qui est posée très souvent et sur plusieurs années, c'est est-ce que la pauvreté et même le chômage, mais disons la pauvreté ici, est une question de malchance ou est-ce que c'est une question de responsabilité individuelle? Et là, les pays se divisent de façon très, très marquée. Il y a des contrastes importants. Les pays anglo-saxons mettent plus, et je vais apporter une distinction pour la Grande-Bretagne, mettent plus l'accent et de façon très, très nette sur la responsabilité individuelle. Alors que les pays d'Europe continentale, et particulièrement aussi d'Europe du Nord, mais aussi l'Europe continentale, on met l'accent plutôt sur une question de malchance. Ça nous arrive dans la vie, mais c'était pas prédestiné, c'était pas nécessairement de la responsabilité des personnes. On avait à peu près cette conception-là dans les années 60-70 en Grande-Bretagne. Mais avec Thatcher et par la suite les politiques conservatrices très, très musclées et l'attaque frontale contre à la fois l'État-providence et ceux qui étaient des bénéficiaires de l'État-providence, il y a eu un déplacement de cap. Et donc, si on regarde aujourd'hui les sondages, on va avoir effectivement un taux de réponse mettant l'accent sur la responsabilité individuelle nettement plus élevé que ce pouvait l'être il y a 30 ans ou il y a 40 ans. Et si on a ce genre de conception, c'est pas juste spontané, c'est parce qu'on alimente cette conception-là. C'est pas un complot, mais je veux dire, ça fait partie de la représentation sociale, ça fait partie de nos références dans le champ politique, et en même temps, ça appelle
parce que ça contextualise les enjeux et les problèmes, ça appelle des formes d'intervention publique qui ne sont pas les mêmes. La malchance implique une responsabilité collective. Ça va de pair. La responsabilité individuelle implique donc une action qui est une action résiduelle, qui est partielle et qui ne doit pas amener à incruster cette responsabilité individuelle dans une dépendance à l'État. On a là comme deux grandes voies qui sont assez différentes et assez contrastées. Avec la mondialisation, les pays ont tendance de plus en plus à se comparer les uns les autres. Est-ce que tout ça mène à une convergence des modèles de lutte contre la pauvreté? À un certain niveau de généralité, on peut dire qu'il y a des éléments de convergence. Et dans la discussion, on en a mentionné quelques-uns. Le fait que c'est à peu près les mêmes catégories de personnes qui se retrouvent en difficulté d'une société à l'autre. Donc cette espèce de développement de ce qu'on a appelé dans le livre un précariat, qui fait que le développement des sociétés industrielles et le développement des sociétés capitalistes du Nord a été concomitant avec le développement d'une forme de précariat dans beaucoup de sociétés. On a mentionné également le creusement des inégalités qui peut se percevoir dans plusieurs des sociétés. Il y a comme ça, à un certain niveau de généralité, des tendances communes qu'on peut voir entre les pays. Mais surtout, on a insisté sur le fait qu'il n'y a pas de modèle qui converge. Donc oui, il y a des transformations qui peuvent être similaires, mais les modèles demeurent des modèles qui gardent leur identité avec la transformation. Et donc la Grande-Bretagne reste aujourd'hui versus dans les années 60 la Grande-Bretagne, avec des variations, comme tu mentionnais, sur les questions de représentation de la pauvreté, par exemple. Le modèle danois était au summum pendant toutes ces années, mais commence à être une étoile un peu déclinante, mais il reste quand même le Danemark. La Grande-Bretagne, pareil, la France, de la même façon. Donc on peut difficilement conclure à la convergence des modèles, mais plus à la similarité de certaines des transformations socio-économiques qui sont en cours. À plusieurs endroits dans votre livre, vous soulignez avec un effort bien visible que la pauvreté est l'ennemi de la vie civique et de la démocratie. Pourquoi? Quand on a commencé à travailler sur la pauvreté au début du 20e siècle, dans les premiers travaux, et qu'on interpellait cette question-là, on associait beaucoup la pauvreté à l'incapacité de se maintenir plus ou moins physiquement en vie, c'est-à-dire on parlait plutôt des besoins vitaux. Et cette notion de besoins vitaux s'est élargie et c'est ce qu'on a appelé la définition qui est d'une pauvreté absolue, c'est-à-dire un état de dénuement. Et puis après, on a commencé à réfléchir en se disant que la pauvreté allait au-delà du revenu permettant de se reproduire physiquement, mais poser la question de la reproduction ou de la continuation de la vie sociale, de participer à une vie qui nous entoure. Quelqu'un qui arrive physiquement à se reproduire, mais qui est incapable d'utiliser les transports en commun, par exemple, qui est incapable de mener une vie sociale, ça fait un exclu total. Donc, la notion de pauvreté s'est élargie. On a commencé à parler de pauvreté relative, c'est-à-dire relative par rapport à, non pas une capacité physique de se reproduire, mais par rapport à une société ambiante. Et puis, sur ce chemin-là, on a élargi un petit peu en se disant que la participation à la société faisait partie des éléments nécessaires d'un être social. Il fallait quand même pouvoir participer à la vie sociale, à la vie politique, et donc d'être un être dans cette cité. Et dans ce sens-là, particulièrement la littérature française a mis l'accent sur la notion d'exclusion. C'est-à-dire qu'on a mis l'accent sur la notion d'exclusion en se disant que si cette société doit fonctionner comme société solidaire à l'intérieur de la République, ceux qui sont en marge et qui sont en marge durablement, et pas simplement pour des questions de revenus trop faibles, ben, il faut considérer effectivement qu'ils sont un peu exclus de notre société. Et donc, la notion de pauvreté a débouché, la loi au Québec parle de pauvreté et d'exclusion. Et donc, il y a une intime relation entre à la fois pauvreté et exclusion sociale. De cette façon, donc, quand on pose la norme dont je parlais tout à l'heure en 60% du revenu médian, c'est qu'on s'est dit que globalement, à ce niveau de revenu,
on est en bas de 60 %, on n'est plus vraiment capable d'être, d'une part, d'être capable de soit se reproduire et de vivre, d'avoir sa participation à la société. Non pas dans l'opulence, non pas dans le superflu, mais une participation minimale dans la société. C'est bien évident que ce 60 % est un jugement de valeur, en quelque sorte, et d'une façon de poser les conditions pour arriver à participer à la vie sociale. Et donc, il y a une dimension là de citoyenneté. Il y a une dimension, donc, par définition, de démocratie ou de participation à la cité. Et donc, c'est pour cette raison que la notion de pauvreté, dans sa compréhension chez les différents auteurs et chez les gouvernements, a évolué. Et au Québec, on a embrassé assez clairement la notion de pauvreté avec la notion d'exclusion, d'où une plus grande épaisseur, si on veut, dans la compréhension de la notion de pauvreté. Et donc, on en est venu, effectivement, à saisir la dimension un peu plus globale de la pauvreté. Je voudrais peut-être rajouter un élément ou préciser en fait un élément, c'est la compréhension qu'on a de la pauvreté dans la société. On peut, parce que ça peut devenir un mot banal un peu. On dit les personnes en situation de pauvreté. Là, ça fait peut-être 1 heure qu'on parle de pauvreté, mais il faut se mettre dans la peau d'une personne qui a des difficultés de participation à la vie dans la cité récurrentes. Donc c'est pas une fois et puis ça passe, c'est tous les jours, le matin en se levant, en se demandant comment on va manger à midi, comment on va payer son loyer, comment on va faire pour, si on a des enfants, payer le service de garde, comment on va faire pour changer le poêle qui tombe en panne, comment on va faire, c'est très concret la pauvreté. Donc, je pense que c'est important de garder ça à l'esprit. Et c'est pas juste la privation de biens matériels, mais c'est aussi la privation d'une dignité. Et je pense que c'est important de l'avoir en tête. Alors, on l'a, avec le temps, reconnu de plus en plus dans les conventions internationales. Les États ont de plus en plus reconnu cette négation de la personne qui était liée à la situation de pauvreté, mais je pense qu'il faut toujours l'avoir en arrière de la tête quand on en parle. C'est pas quelque chose d'abstrait, c'est pas une catégorie statistique. Cet épisode des publications universitaires est une présentation des cahiers de lecture, la seule revue de recension des essais au Québec. www.actionnationale.qc.ca